À la une, le lancement officiel pour la Côte d'Ivoire des préparatifs de la 21e conférence des parties pour le changement climatique. Le pays veut participer efficacement à la rencontre qui va se tenir du 10 octobre au 11 novembre prochain. Ce sera à Paris, en France. La journée mondiale des TIC, c'est aujourd'hui. Les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, les moteurs de l'innovation, c'est le thème choisi pour cette année 2015. Mohamed Morsi, condamné à mort hier samedi, l'ancien président égyptien avait déjà été condamné à 20 ans de prison en avril pour incitation au meurtre, pour des évasions de prison et des violences durant la révolution de 2011. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. Le Fonds de garantie automobile indemnise les victimes corporelles des accidents de la voie publique, mais pas toutes. Quel accidenté peut alors bénéficier du soutien de ce fonds? Quelle procédure faut-il suivre? Pourquoi toutes les victimes d'accidents ne sont pas indemnisées? Le directeur général du Fonds de garantie automobile, Noël Maïzan Kofi, est sur ce plateau pour répondre à nos questions. Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour, Patou. Eh bien, nous vous retrouvons tout de suite après le point de l'actualité. L'État de Côte d'Ivoire cède 10 villas attenantes à l'hôtel Indénié dans la ville d'Abangourou. Une convention a été signée pour formaliser ce partenariat entre l'État et la société d'exploitation hôtelière de l'Indénié, Maïsako. 10 villas attenantes à l'hôtel Indénié d'Abangourou vont bientôt être réhabilitées. Elles ont été cédées par l'État de Côte d'Ivoire à la société d'exploitation touristique et hôtelière de l'Indénié pour un montant de 45 millions de francs CFA. La signature de convention entre les deux parties se situe dans le cadre du processus de privatisation du complexe hôtelier entamé depuis 14 ans. Avec cette acquisition, c'est un investissement de plus de 200 millions que mes partenaires, tous originaires de la région, comme moi, allons mobiliser pour leur réhabilitation. C'est une grande opportunité d'affaires avec une trentaine d'emplois, dont 17 directs et 13 indirects, qui seront ainsi créés, en plus des 30 emplois existants pour la première opération de privatisation, soit un total de 60 emplois. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan s'est félicité de la cession des 10 villas. Ces décisions permettent non seulement à des nationaux de participer à l'essor économique de leur pays, mais permettra au tourisme ivoirien, notamment celui de la région d'Indénié-Tuablin, de retrouver une nouvelle vitalité par l'amélioration de l'offre de services. Selon le chef du gouvernement, d'autres hôtels sont encore dans le patrimoine de l'État. Ils pourraient être cédés au secteur privé dans le souci d'accroître la compétitivité. La 21e conférence des parties sur le changement climatique va se tenir du 10 octobre au 11 novembre prochain à Paris, la capitale française. La Côte d'Ivoire se prépare à participer à la rencontre internationale. Le Premier ministre a officiellement lancé les préparatifs. Maïsako. La 21e conférence des parties sur le changement climatique constitue un tournant décisif dans les négociations internationales sur le climat. Pendant un mois à partir du 10 novembre prochain, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies, dont la Côte d'Ivoire, vont se réunir à Paris, capitale française. Ils devront aboutir à l'adoption d'un premier accord universel qui va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Ce sera une première après le protocole de Kyoto. Au-delà d'une augmentation de 2 degrés Celsius, la température terrestre, les conditions de vie sur la planète Terre deviendront insupportables. Et ce, du fait de la survenue des catastrophes telles que les phénomènes météorologiques extrêmes, tempêtes, cyclones, ouragans, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, les famines, les maladies et j'en passe. L'enjeu est un consensus mondial sur les mesures concrètes à arrêter pour limiter cette augmentation de la température en diminuant la production de gaz à effet de serre. Les changements climatiques et ses effets néfastes sont une réalité. La Côte d'Ivoire en est consciente. Elle a pris la pleine mesure des enjeux de la prochaine rencontre de Paris sur le climat. L'engagement du gouvernement ivoirien sur la question des changements climatiques vise à apporter des solutions globales et des réponses concrètes pour une préparation efficiente de la Côte d'Ivoire à la COP 21. À cet effet, nous avons pris l'arrêté
224 du 23 avril 2015 portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission de préparation de la participation de la Côte d'Ivoire à la 21e conférence des parties, la COP 21, sur les changements climatiques du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France. Cette commission de préparation renferme 3 comités, un comité de pilotage, un comité scientifique et un comité d'organisation au niveau des DIAFO, de manière à ce que toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire soient donc concernées. Pour mieux se préparer pour la 21e conférence des parties sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire participe également aux concertations sous-régionales et africaines sur le climat. Le 29 août cette année, le président de la République doit prendre part à Libreville au Gabon au Climate South Initiative, une plateforme d'échange entre les pays du Sud. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, doit abriter du 24 au 25 juin prochain le sommet sous-régional sur le climat. La sauvegarde de l'environnement est également d'actualité sur le plan local. Les préfets sont désormais impliqués dans la lutte contre l'insalubrité et la gestion des ordures ménagères. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable entend ainsi rendre plus efficaces les actions pour la salubrité en Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. La salubrité urbaine, un problème qui gangrène toutes les collectivités ivoiriennes. Pour appuyer les efforts des autorités locales dans la lutte contre ce fléau, l'État de Côte d'Ivoire met à contribution les populations à travers la mise en place de la CAPA, Commission Aménagement, Propriété et Assainissement au cours des visites d'État. Cette politique permet au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable de racheter les déchets, surtout les sachets plastiques, en vue de rendre les villes propres et permettre aux populations de renforcer leurs sources de revenus. Partout où ont lieu ces visites, le ministre Rémi Alakwadio et ses collaborateurs visitent tous les sites d'ordures en vue de leur traitement. C'est le cas à Agboville et les villes de la région de Lamé, notamment à Dzopé, à Coupé et à Lépé, visitées récemment par le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre Rémi Alakwadio sollicite le soutien du corps préfectoral dans la sensibilisation des populations à lutter contre les dépôts sauvages d'ordures. Ces campagnes de sensibilisation vont s'étendre à toutes les villes et villages de la Côte d'Ivoire, car un environnement propre est une source de bonne santé des populations. De 1 milliard de francs CFA, les fonds alloués au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, est aujourd'hui passé à 3 milliards de francs CFA au profit de 50 000 femmes bénéficiaires. Le point donc du FAFSI avec Abiba Dambélé Saoué. Dans le district d'Abidjan, comme dans les régions de l'intérieur du pays, de nombreuses femmes subviennent aux besoins de leur famille, composées souvent d'une dizaine de personnes, grâce aux bénéfices de leur petit commerce. D'autres femmes parviennent difficilement à assurer la survie de leurs enfants. C'est ainsi que la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a lancé avec l'appui de son époux, le président Alassane Ouattara, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, le vendredi 14 décembre 2012 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, afin de financer les activités génératrices de revenus de ses sœurs et de ses filles sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, en ma qualité de première dame, et avec l'aide de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, j'ai pu donner vie à cette ambition que j'avais de vous aider. C'est ainsi que j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, spécialement pour vous. Dans le même temps, le Fonds de la Première Dame connaît un succès sans précédent auprès des femmes. Cette situation va justifier une augmentation du montant initial du FAFSI. D'un montant de démarrage de 1 milliard de francs, le FAFSI va passer à 6 milliards de francs. À la faveur des différentes visites d'État, l'épouse du chef de l'État a financé également les activités génératrices de revenus des femmes des régions suivantes. Région du Gontougou en novembre 2012, région du Tongpi en mai 2013, le district des Savanes en juillet 2013, la région du Gbeke en novembre 2013, la région du Bélier en décembre 2013, la région de Lifou en septembre 2014, la région de l'Indénié-Duablin en janvier 2015, le district du Bas-Sassandra en mars 2015, la région de l'Agnébi-Tiassa en avril 2015. C'est pourquoi l'occasion de la visite d'État du président de la République dans la région de Lamé, les 8 et 9 mai 2015, ne fera pas exception à la règle.
En effet, à moins de 48 heures, l'épouse du chef de l'État a financé des activités génératrices de revenus de ses sœurs et de ses filles de certaines localités de la région de Lamé, telles qu'Adzopé, Alépé, Akupé et Yakassé à Tobrou, en injectant des sommes additionnelles de 250 millions de francs, en plus des 150 millions de francs dont les femmes avaient déjà bénéficié, ce qui fait une valeur globale du FAFSI dans Lamé de 400 millions de francs. En effet, à Adzopé, la première dame a tenu à améliorer les conditions de vie de ses sœurs en mettant à leur disposition 85 millions de francs et 65 millions de francs à la faveur de la visite d'État, soit un montant total de 150 millions de nos francs. Les femmes d'Alépé n'ont pas été oubliées. Elles ont bénéficié dans le cadre du FAFSI de la somme de 70 millions de francs ajoutée aux 30 millions de francs dont elles avaient déjà bénéficié. La première dame a par ailleurs tenu, encore une fois, à ce que les femmes de la localité d'Akupé, qui n'ont jamais eu une activité et qui n'ont pas d'épargne préalable, puissent elles aussi bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en plus de l'enveloppe de 35 millions de francs qui a permis de financer les projets des femmes d'Akupé, la première dame a investi 50 millions de francs dans les projets des femmes d'Akupé, et ce, dans le cadre de la visite d'État. Enfin, l'épouse du chef de l'État a financé les activités génératrices de revenus durables des femmes du département de Yakassé à Tobrou à hauteur de 50 millions de nos francs. Une manne financière qui va permettre à ces milliers de femmes d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Notons que plus de 50 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire bénéficient déjà du FAFSI. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, c'est la journée mondiale des TIC et cette année, l'événement est couplé en Côte d'Ivoire avec le 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications. Thème choisi, les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, des moteurs de l'innovation. Serge Collier. La journée mondiale des télécommunications et des TIC, doublée du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications UIT, souligne le rôle majeur de cette organisation dans la connexion du monde, dans la modernisation des modes de vie des populations, ainsi que dans le processus d'innovation. Les progrès ont été fulgurants. À titre d'exemple, l'on peut citer l'Internet, la téléphonie mobile, le e-commerce ou encore la gouvernance électronique. Nous notons avec satisfaction les grandes avancées que notre pays connaît ces dernières années dans le domaine des TIC. De nombreux chantiers sont ouverts qui transforment progressivement notre pays en mettant à la disposition des populations des services résultant des pratiques et des technologies les plus avancées dans le monde. Le cadre réglementaire que nous avons mis en place est inspiré des meilleures pratiques et permet à ce jour un développement harmonieux du secteur des TIC à l'avantage de toutes les parties prenantes, l'État, les opérateurs, les consommateurs. Nous avons renforcé la connectivité à l'international et nous avançons chaque jour dans l'extension de la connectivité du territoire national en Internet haut débit. Le chef de l'État a procédé lui-même, il y a quelques semaines, au lancement du projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet », confirmant ainsi la volonté et l'engagement du gouvernement de donner aux populations des solutions concrètes en matière d'accès individuel ou collectif à l'équipement terminal téléphonique et ou informatique. L'engouement des populations pour la téléphonie mobile et pour ces différents services, l'évolution des services de banque en ligne, le nombre de connexions à Internet mobile 3G sont les signes du développement des TIC en Côte d'Ivoire. 2 programmes et 2 projets d'appui à la consolidation de la paix validés par un partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'ONUCI. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement et le coordonnateur résident de l'ONUCI ont signé le partenariat. Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire renforce ainsi son partenariat avec les Nations Unies. À travers cet accord, le pays bénéficie de 7 milliards de francs CFA pour le renforcement des acquis de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ce partenariat prend en compte les programmes et projets du comité de pilotage du plan prioritaire. La mise en œuvre de la 2e phase de ce plan devrait améliorer les conditions de vie des populations. C'est partant des résultats de cette première phase que le PBF a accepté de financer cette 2e phase. Donc l'idée, c'est essentiellement de consolider ces acquis, mais également de les étendre à d'autres zones qui sont sensibles parce que nous allons vers les élections présidentielles dans les mois qui viennent et par conséquent, sur la base des évaluations qui sont faites, voir quels sont les aspects sur lesquels on peut travailler
pour donc renforcer la paix et la sécurité, mais également la confiance et l'entente au niveau communautaire. Deux domaines sensibles sont pris en compte par cet accord, la sécurité pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire et la résolution d'un conflit éventuel. C'est un projet qui vient donc consolider les acquis de la première phase. Et je crois que c'est important que nous ayons signé cet accord aujourd'hui. Ça permettra, avant donc l'élection présidentielle, d'agir assez rapidement dans des zones sensibles du pays pour soutenir donc le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Cette deuxième phase du plan prioritaire concerne les régions du nord, de l'ouest et du centre de la Côte d'Ivoire. Elle va durer jusqu'en 2017. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a réuni des experts de 5 pays d'Afrique. Durant 3 jours, ils ont travaillé sur les moyens à mettre en œuvre afin de réduire les pertes post-capture de poissons et de produits de pêche. Il s'agit notamment d'améliorer leur accès au marché. Herman Yamia. Ils sont venus du Bénin, du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, pays membres du bassin de la Volta. Ces acteurs du secteur de la pêche qui ont pris part à cet atelier des Grands Bassam avaient un objectif commun, donner leur point de vue et leurs priorités dans la finalisation de la stratégie pour la réduction des pertes post-capture. Une stratégie qui, à terme, devrait permettre la sécurité alimentaire et améliorer la politique du commerce du poisson dans la sous-région. J'apprécie à sa juste valeur le fait que vos ministères vous aient désigné pour prendre une part active à cet atelier qui pour nous est très important dans le cadre de l'amélioration des acquis concernant par exemple la conservation des produits. Comme il a été dit, 30% des produits pêchés ne vont pas à la consommation. La stratégie sur laquelle planchent les acteurs du secteur de la pêche est au stade de finalisation. Elle est élaborée par la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à hauteur de 5,4 millions de dollars, soit 2,7 milliards de francs CFA. Et ses responsables attendent beaucoup de cet atelier. Dans le bassin de la Volta, les pertes post-capture de poissons sont estimées à au moins 30%. Ce qui traduit un manque à gagner considérable qui pourrait favoriser la malnutrition. Le mouvement d'affectation des enseignants du primaire et du secondaire va s'opérer plus tôt que de coutume, avant même la fin de la rentrée scolaire 2015-2016. Avec plus de 2200 demandes de mutation reçues, la Commission nationale de mutation des personnels d'enseignants et d'encadrement vient de boucler ses travaux. Charles Tatou. La Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement a siégé à Yamoussoukro. Cette année, elle a enregistré plus de 2440 demandes de mutation. En plus de ces demandes des personnes déjà en poste, la Commission a à gérer également l'affectation de nouveaux agents. Ils sont au total 6022 enseignants sortis des CAFOP et de l'ENS, dont 5041 instituteurs et 981 professeurs de lycées et collèges. Mais les chiffres des postes vacants dominent encore. Sur 97 397 postes déclarés, plus de 75 000 sont déjà occupés. Pour atteindre donc ces objectifs, gestion rationnelle des personnels et harmonisation des postes vacants, la Commission s'appuiera sur les outils modernes dont dispose le ministère. Il s'agit des logiciels GESMUT pour les mutations et Codipos pour la répartition équilibrée des personnels sur l'ensemble du territoire national. Outils informatiques dont les résultats sont satisfaisants. Nous sommes sûrs qu'avec le Codipos, nous allons atteindre ce que Madame le ministre a toujours souhaité, faire en sorte que devant chaque enfant de Côte d'Ivoire, il y ait un enseignant. Cependant, quelques irrégularités ont été constatées dans le fonctionnement de certaines directions régionales. Il n'est pas normal qu'un enseignant qui est recruté dans ces fonctions-là soit détourné et qu'on lui confie d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec le métier pour lequel il a été recruté. Les travaux de la Commission contribueront à la réduction du déficit enseignant.
4e édition des Journées des instituteurs à Sassandra. La scolarisation de tous les enfants, une priorité pour les enseignants du département. Thérèse Yoboy. La circonscription de l'enseignement primaire de Sassandra compte 144 écoles divisées en 5 secteurs pédagogiques, 33 000 écoliers encadrés par 713 instituteurs. Ces écoles sont insuffisantes malgré les efforts de l'État à travers le programme présidentiel d'urgence. Le conseil régional et la mairie, pour atteindre l'objectif de 100% d'enfants scolarisés, font de leur mieux. Pour pallier ce déficit de structures d'accueil des enfants, des communautés villageoises créent des écoles de fortune appelées centres d'éducation communautaire, très nombreux dans la région. Au cours de leur journée, la 4e du genre, les instituteurs ont salué les efforts des autorités de la région en faveur de l'éducation des enfants et exprimé des doléances. Des doléances qui ont eu des échos favorables auprès des autorités locales et du représentant du ministre de l'Éducation nationale. Ce qui pourrait venir dans la région du Bois-Clair d'une manière générale, ça rentre dans le vaste programme de la scolarisation universelle. Le président de la République a planifié cette scolarisation universelle avec la construction massive, n'est-ce pas, des classes. Donc aucune région n'est oubliée. En reconnaissance aux efforts du président du conseil régional, son épouse, Patricia Legré, a été honorée par la mutuelle des instituteurs de l'enseignement primaire de Sassandra. Le Salon des sports et loisirs est à sa 6e édition cette année. Le secrétariat du Conseil national de sécurité veut par cette initiative cultiver le mérite et l'excellence. Mamadou Kouassi. Prôner des valeurs civiques liées au mérite et à l'excellence des forces armées de Côte d'Ivoire et rapprocher les Ivoiriens de leur armée pour garantir un environnement de paix et de confiance. Telle est l'ambition affichée par le Conseil national de la sécurité CNS dans le cadre des réformes du secteur de la sécurité. Il vient d'organiser un salon meublé par différentes activités sportives. Ce salon-là vise à faire passer des messages concernant la culture du mérite. Et aujourd'hui, le nouveau visage de la sécurité tend à prôner justement ce mérite-là. Ce nouveau concept vise à terme donc permettre à l'Ivoirien de vivre dans un environnement où il pourra tranquillement manifester son potentiel également. Cette 6e édition du Salon des sports et loisirs a enregistré la participation de plusieurs fédérations sportives. Le sport permet de rapprocher, de cultiver la fraternité, de partager nos émotions, nos joies, permet donc de niveler les différences, donc en guillemets, d'absorber les conflits avant même qu'ils naissent. Parce que si à travers les sports, nous apprenons à mieux nous connaître, il est clair que demain, il nous sera difficile de nous affronter, de nous battre. Voilà, donc la sécurité aujourd'hui a une dimension plurihumaine. Elle n'est pas forcément une sécurité liée aux armements, mais c'est une sécurité préventive, une sécurité qui permet donc d'anticiper sur d'éventuels clashs demain. Et c'est en cela justement que le secrétariat du Conseil national de la sécurité a toute sa place dans le salon des sports. Le golf, la boxe, le jeu à l'arc, le maracana, ce sont autant d'activités qui ont marqué ce salon. C'est par un match de gala des anciennes gloires du football ivoirien que le salon a refermé ses portes. L'eau potable fait cruellement défaut dans le Nzikomoé. Une organisation non gouvernementale est donc venue au secours des populations. Elle a rénové les pompes hydrauliques défaillantes de 7 villages de la région. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. Voilà, donc tu vas ouvrir aussi. Les populations de Troumambo, dans le département de Dimboko, peuvent être heureuses. La pompe d'eau du village vient d'être réhabilitée par l'ONG Habitat for Humanity et ses partenaires. Je suis très heureux de voir que la pompe fonctionne et que les gens ont l'air d'être contents d'avoir de l'eau potable pour pouvoir boire de l'eau potable et non de l'eau sale de la rivière. Ils ont venu arranger nos pompes. En tout cas, vraiment, je suis content. La population est contente. Pendant des années, les populations se débrouillaient comme elles le peuvent pour avoir de l'eau potable. Leurs difficultés n'ont pas laissé indifférents les responsables de l'ONG Habitat for Humanity. Nous savons que ce n'est pas une eau d'une bonne qualité, mais puisque nous sommes dans le besoin, comment faire? Donc il s'agit donc pour nous d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, notamment les populations, leur permettre donc d'avoir accès à de l'eau potable. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que le partenaire a accepté de venir donc s'enquérir des travaux, visiter, s'assurer que le partenariat est effectif, mais surtout s'assurer que les populations
ont aujourd'hui donc de l'eau potable. Le projet a permis de réhabiliter 50 pompes à motrices humaines dans plusieurs localités du pays. Habitat for Humanity a également initié avec ses partenaires, dont le Lions Club Abidjan-Kalao, la construction de 35 logements sociaux offerts aux personnes handicapées dans le département de Dimokro. Quel est le rôle et quelle est l'importance du chef du village? La réponse à ces questions a été donnée aux populations de Begouefla, c'est dans la commune de Sanfra. C'est un reportage de Thérèse Tapeyoboy. Le village de Begouefla, dans la commune de Sanfra, a un nouveau chef du village. Ngole Binyangouri a été installé dans son fauteuil par Chantal V, le sous-préfet central de Sanfra. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives et traditionnelles. Lucien Thiessé, au nom des cadres du village, a sollicité au cours de cette cérémonie auprès des autorités le bitumage de l'axe Oumé-Sanfra, de la connexion de Begouefla au réseau électrique, l'adduction du village en eau potable, une broyeuse de manioc pour les femmes. Le maire, Idrissa Bamba, a invité les femmes à se regrouper en coopérative pour bénéficier de fonds. Le sous-préfet central a profité de cette occasion pour rappeler aux populations le rôle et l'importance du chef de village dans l'administration ivoirienne. Pour elle, le chef du village a des pouvoirs étendus et mérite donc respect et doit être soutenu dans sa tâche. Chaque année, les accidents de la route font en moyenne 600 morts et 11 000 blessés sur nos routes. Ces victimes corporelles des accidents de la voie publique ont un recours. Elles peuvent se tourner vers le fonds de garantie automobile pour être indemnisées. Mais, parce qu'il y a bien un mais, elles ne sont pas toutes prises en compte par ce fonds. Alors, quel accidenté peut bénéficier du soutien du fonds de garantie automobile? Quelle procédure faut-il suivre? Pourquoi toutes les victimes d'accidents ne peuvent pas être prises en compte? Le directeur général du fonds de garantie automobile est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour Monsieur Kofi. Bonjour Fatou. Alors nous allons regarder ensemble ce reportage pour planter le décor et on se retrouve tout de suite après. Estimés à 6 000, les accidents de la circulation ôtent chaque année la vie à 600 personnes et font 11 000 blessés en Côte d'Ivoire, selon l'Office de la sécurité routière OSER. Par ailleurs, plusieurs victimes sont livrées à elles-mêmes à cause des délits de fuite, c'est-à-dire la disparition des auteurs après l'accident. Ajoutez à cela, les accidents causés par les véhicules non assurés, également très fréquents. La question de la prise en charge des victimes se pose alors avec acuité. Pour y remédier, le Fonds de garantie automobile FGA créé en avril 2009 vole désormais au secours des victimes des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Son but, supporter les frais médicaux et indemniser les victimes d'accidents de la circulation dont les auteurs ne sont pas assurés ou identifiés. En revanche, il est à noter que le Fonds de garantie automobile ne prend en charge que les dommages corporels des accidents survenus sur le territoire ivoirien. Nous retenons que le Fonds de garantie automobile supporte les frais médicaux et indemnise les victimes d'accidents dont les auteurs ne sont pas assurés ou identifiés. Alors, M. Kofi, vu l'importance de ce fonds, pourquoi est-ce qu'il est si peu connu des populations? Merci. Je voudrais vous remercier la RTI pour l'opportunité qu'elle nous offre aujourd'hui de parler du Fonds de garantie automobile. Évidemment, cette question est une question lancinante, du fait que le fonds de garantie automobile reste méconnu. Mais je dois dire que c'est peut-être une approche, c'est une stratégie managériale, parce que le support sur lequel nous intervenons, c'est-à-dire les sinistres, est une question centrale, est une question importante, mais dans laquelle se retrouvent beaucoup de faux. Donc la structure, comme vous l'avez bien indiqué dans votre commentaire, a été créée en 2009. Elle a commencé effectivement ses activités à partir de 2010. Donc elle avait besoin d'asseoir une certaine organisation, de consolider les bases de sa structure, bien entendu, avant de se lancer. Mais cela ne veut pas dire que depuis lors, le Fonds de garantie automobile n'a pas entrevu d'action. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été entreprises. Il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites avec des cibles. Parce que nous avions des partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec l'ASACI, qui est l'association des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec la gendarmerie, avec la police. Toutes ces structures-là ont été sensibilisées à l'approche, à notre approche, à notre méthodologie. Donc c'est clair, c'est vrai que la structure n'est pas connue du grand public,
Mais je dois dire que c'est d'ailleurs la raison de notre présence ici ce midi, pour donner un certain nombre d'informations en ce qui concerne notre structure à l'ensemble des populations. Alors, quand nous préparions ce magazine, il y a des questions qui nous revenaient de façon récurrente. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise d'assurance? Est-ce que c'est une institution de l'État? Bien sûr, le Fonds de garantie automobile est une institution de l'État, mais c'est avant tout une institution paritaire. Donc, le Fonds de garantie automobile est né de la volonté de l'État du Côte d'Ivoire et des compagnies d'assurance qui pratiquent la branche automobile. Donc, elle est l'émanation du Code CIMA, le Code CIMA qui est le marché des assurances au plan de la sous-région, donc qui regroupe, c'est l'État qui a mis en place cette structure dont la mission est de faire en sorte de prendre en charge les victimes d'accidents de la circulation. Notre ancrage institutionnel, pour parler de l'État, est le ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, je voudrais profiter de votre micro pour dire un bon merci à notre ministre qui nous accompagne dans cette mission exaltante, qui rencontre pas mal de difficultés, mais elle, en même temps, elle est exaltante. Donc, c'est une institution de l'État, c'est une institution paritaire dans laquelle intervient l'État d'un côté et les compagnies d'assurance de l'autre côté. D'ailleurs, ils sont membres du conseil d'administration. D'accord. Et vous êtes censé prendre en charge les victimes d'accidents de la route, mais pas toutes les victimes. Comme nous venons de le voir, il s'agit de victimes dont les responsables ne sont pas assurés ou bien ont pris la fuite tout simplement. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce que ces victimes sont indemnisées? Comment est-ce qu'elles viennent vers vous? La porte d'entrée de notre procédure d'indemnisation, d'abord, il faut arriver à attester, à démontrer, à apporter la preuve que l'accident a bel et bien eu lieu. Le seul élément par lequel nous pouvons l'attester, mais bien sûr, c'est un constat. Dès qu'il y a un accident, les usagers doivent se prémunir, doivent prendre les dispositions pour faire en sorte qu'il y ait un constat. Un constat fait soit par la police, soit par la gendarmerie. Dès lors que vous nous saisissez, le mode de saisine est simple. Soit vous écrivez au Fonds de garantie automobile pour leur signifier qu'il y a eu un accident de la voie publique et que vous souhaitez être indemnisé. Soit vous nous saisissez par la voie du courrier électronique. Je vais dire notre site web est disponible, www.fga-ci.com. Vous nous saisissez par ce canal. Il y a un agent dont la mission est de traiter toutes les demandes d'indemnisation au quotidien et qui est soumis à notre disposition. Nous faisons fort de relancer les victimes qui nous ont contactés. Bien sûr, s'il y a des éléments, s'il y a un complément d'information que nous recherchons, nous sollicitons la victime pour qu'elle mette à notre disposition ces informations. Quand il est établi qu'effectivement la personne a été victime, soit et qu'il s'agit d'un délit de fuite, le délit de fuite, c'est quand un usager de la voie publique vous cogne et qu'il prend la fuite. Ou bien qu'il s'agit d'un défaut d'assurance. Le défaut d'assurance, c'est quand moi, usager de la voie publique, qui suis censé avoir ma police d'assurance, parce que il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a été instituée par l'État de Côte d'Ivoire depuis 1989, qui fait de l'assurance automobile, en tout cas la police automobile, obligatoire. Donc tous les usagers de la voie publique doivent se prémunir de cette assurance. Si vous ne le faites pas, vous êtes frappé par une loi, vous êtes frappé par la loi. Vous encourez une peine privative de liberté qui va de 2 ans, de 2 mois à 3 mois, à 3 ans, et une peine privative de liberté ou une amende qui va de 100 000 à 10 millions. Donc tous ceux qui n'ont pas de police d'assurance et qui roulent dans l'État de Côte d'Ivoire sont en infraction. Normalement, quand les agents vous prennent, c'est ces sanctions-là qui doivent être appliquées à vous. Donc il revient au juge, dans son intime conviction, de déterminer la peine qu'il doit mettre à votre disposition. D'accord, vous donniez tout à l'heure la procédure pour vous saisir. On était à l'étape donc du constat, on va continuer. Donc quand vous avez fini de nous saisir et que toutes les analyses ont été faites, parce que nous avons une procédure en interne qui nous permet de savoir les bons dossiers des faux dossiers, au regard de l'expertise que la structure a acquise pendant 5 ans. Donc quand nous nous rendons compte que c'est un bon dossier, mais la procédure dure au maximum 2 mois. Premièrement, c'est la phase d'instruction. La phase d'instruction part de la phase de la saisine. Vous nous saisissez par un courrier pour indiquer que vous avez été victime d'accident de la circulation. Il s'agit d'un délit de fuite ou bien d'un défaut d'assurance. Nous avons la capacité d'apprécier. Une fois que cela est établi, nous passons à la seconde phase. La phase, c'est la phase d'instruction qui permet de faire le complément de dossier. Une fois que ça c'est bon, la deuxième phase, c'est la phase de rédaction du PV de constat. Parce que quand on a fini d'élaborer tout ça, on se met d'accord. C'est l'engagement des parties. Il y a la victime et il y a le fonds de garantie automobile. Une fois qu'on a établi qu'effectivement la procédure est allée à son terme et qu'il s'agit de payer le sinistre, nous déterminons, si la base des barèmes qui sont le nôtre, qui sont dans notre texte fondateur, nous établissons ce qu'il y a à payer. Et nous appelons la victime
pour lui présenter sur la base des observations qu'on a faites. Il peut arriver des fois même qu'on fasse appel à des experts, qu'on n'ait pas la latitude en interne de déterminer le chef de préjudice qu'il faut et le barème qu'il faut. On fait appel à des experts qui nous aident à identifier le chef de préjudice et le barème qu'il faut. Sur cette base, nous écrivons à la victime pour lui dire voilà le quota qu'il faut. Et la victime signe le PV pour donner son accord. Même quand la victime a signé le PV pour donner son accord, la victime, on donne la latitude à la victime 1 mois après pour contester. Elle peut saisir qui elle veut, un avocat, un huissier pour nous saisir, pour contester le barème qu'on a élaboré. Une fois que ça c'est établi, mais après ça, on passe au paiement de la victime. D'accord, vous disiez tout à l'heure qu'un des préalables pour vous saisir, c'est de faire un constat après l'accident. Oui. Alors on va prendre le cas d'une personne qui a eu un accident de la route et qui n'a pas fait de constat. Par exemple, le chauffeur a pris la fuite. On a tout simplement conduit la victime à l'hôpital directement. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne? Je pense que avant ça, c'est la raison de laquelle nous sommes là. Il faut sensibiliser les usagers de la voie publique. Parce que si nous devrons indemniser toutes les personnes qui viennent à nous pour nous dire qu'elles ont fait un accident de la route sans constat et qu'on doit les prendre en compte, nous allons à l'encontre de nos procédures. Donc on a des procédures internes. Le point d'entrée, comme je l'ai indiqué, c'est le constat. Donc je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un appel à l'ensemble des usagers de la police. Ça doit être systématique. Quand il doit avoir, quel que soit ce qui est, si vous êtes victime d'accident de la circulation, si vous voulez vraiment saisir le fonds de garantie, il faut que la porte d'entrée, en tout cas c'est l'élément déclencheur chez nous, qui permet de vous prendre en charge. S'il n'y a pas de constat d'accident, on n'a aucun élément qui atteste de l'existence d'un accident. D'accord. Et pour ceux qui ont effectivement procédé à ce constat, lorsqu'ils vous saisissent et qu'au bout de la procédure que vous venez d'évoquer, ils vont être indemnisés, où est-ce que vous tirez les fonds qui vous permettent de faire tout ce travail? J'ai dit que nous sommes une compagnie d'assurance qui a un caractère particulier. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous ne sommes pas une entreprise commerciale, nous ne faisons pas de chiffre d'affaires. Notre mission est une mission éminemment sociale. Et donc, dans le mécanisme qui a été mis en place en Côte d'Ivoire, je l'ai indiqué que le Fonds de garantie automobile est une entreprise paritaire. Donc, l'État contribue à une certaine hauteur. Donc, chaque année, le ministère de l'Économie et des Finances prend un arrêté pour mettre à la disposition un certain nombre de montants alloués au fonctionnement du Fonds de garantie automobile. À côté de ça, il y a la parafiscalité de 2% que vous et moi, citoyens de Côte d'Ivoire, qui achetons des polices d'assurance, sur la responsabilité civile automobile, il y a 2% qui sont prélevés en termes de parafiscalité par les compagnies d'assurance qui sont nos partenaires, qui chaque mois les reversent au Fonds de garantie automobile et qui nous aident à faire face à nos charges. D'accord, donc en moyenne, de combien vous disposez chaque année donc, pour indemniser les victimes? Mais nous faisons des provisions. Cette année, je prends le cas de cette année, je crois qu'on a fait une provision de 200 millions pour faire face à l'indemnisation des victimes. D'accord, donc depuis 2010 que vous existez, vous avez des fonds pour indemniser les victimes. À combien s'élève le nombre de victimes qui ont déjà été indemnisées et puis à combien est-ce qu'on peut estimer ce qu'ils ont reçu en francs CFA? En termes de montant, là, on ne peut pas a priori, les planchers et les plafonds. Ce qu'il faut noter dans notre approche méthodologique, c'est que pour cette année budgétaire, depuis janvier jusqu'à maintenant, on a déjà indemnisé au moins 300 personnes qui nous ont saisis et qui ont été effectivement pris en charge. Donc, il y a au moins 600 personnes qui nous ont saisis. Et c'est un dossier, comme je l'ai indiqué, dans ce domaine-là, le domaine des sinistres, il y a beaucoup de faux. Donc, nous avons la capacité, nous avons l'expertise pour identifier le bon dossier du mauvais dossier. Donc, sur cette base, c'est clair. En termes de chiffres, voilà, c'est ce que je viens d'indiquer. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous saisissent depuis un certain temps quand même. De plus en plus, on essaie de se faire connaître. Et je pense que ça, c'est, comme vous l'avez indiqué dans votre propos liminaire, depuis la création de la structure, elle n'a pas vraiment communiqué. Et comme je l'ai indiqué, c'est une approche stratégique. C'est la direction générale et le conseil d'administration qui ont estimé qu'il fallait consolider les bases de la structure dès lors que la structure est fragile. Et comme je l'ai indiqué, c'est une entreprise paritaire. Et donc, il y a l'émanation du code CIMA. D'autres exemples existent par ailleurs. Il y a d'autres pays de la sous-région du CIMA. Donc 14 pays, les États ont mis en place des fonds de garantie. Donc la Côte d'Ivoire ayant mis son fonds de garantie en place début 2009 et qui a commencé depuis 2010, s'est inspiré des exemples qui se sont déroulés dans notre sous-région. On s'est rendu compte que d'autres pays, dès lors qu'elles ont mis en place leur structure et elles ont commencé à communiquer, elles ont été envahies, elles n'ont pas pu faire face à leurs charges. Et je pense que tirant les leçons de cette manière de faire, la Côte d'Ivoire a pris des garde-fous, a décidé de ne pas communiquer en griffe. Mais aujourd'hui, je pense que nous avions atteint une certaine dimension et notre ministre de tutelle nous a instruit
de faire en sorte que la structure soit connue et qu'elle puisse faire face à ses responsabilités, aux missions régaliennes que l'État lui a confiées. D'accord, comme vous le dites, vous avez souvent affaire à des faux dossiers, mais il y a aussi des vrais cas d'accidentés qui ne peuvent pas être indemnisés parce qu'elles n'ont pas suivi la procédure, par exemple, n'ont pas fait de constat. Comment est-ce qu'il faut faire pour arriver à une prise en charge systématique des accidentés de la route? Je pense que ça, c'est vraiment la problématique et c'est l'une de notre missions. Et nous y réfléchissons. Je suis arrivé à la tête de cette structure depuis août. Et après mon diagnostic et puis après toutes les rencontres qu'on a bien pu avoir, nous nous sommes rendus compte avec les experts qu'il fallait arriver à une prise en charge systématique. Et en la matière, d'autres pays existent et l'exemple le plus achevé est le cas du Maroc que nous avons regardé. Au Maroc, quand vous arrivez dans un centre hospitalier universitaire, la prise en charge est systématique. Mais parce qu'en amont, il y a un dispositif qui a été mis en place pour qu'il y ait un fonds dans lequel tous ceux qui sont susceptibles d'être auprès de qui on doit faire un recours ont cotisé. Donc ici, chez nous, il y a 3 structures qui pourraient être habilitées, par exemple, à faire de l'indemnisation. Il y a le fonds de garantie automobile. Quand vous êtes victime d'accident de la circulation et qu'il s'agit d'un cas de délit de fuite ou bien d'un cas de défaut d'assurance, vous êtes éligible au fonds de garantie. Si vous êtes victime d'un accident de la circulation et que l'auteur de la voiture qui vous a percuté a une police d'assurance, automatiquement, vous recherchez une garantie auprès de la compagnie d'assurance. Ou bien, l'État, qui est son propre assureur. Si vous êtes victime d'un accident de la route, d'une voiture de l'État, l'État étant son propre assureur, l'État vous prend en charge par le canal de l'agence judiciaire du Trésor. Donc voilà les structures qui sont habilitées, en tout cas en ce qui concerne, à prendre en charge systématiquement, à prendre en charge ces victimes. Je pense que la réflexion qu'il faut mener, c'est de faire en sorte qu'on arrive à mettre en place un fonds commun dans lequel ces structures que je viens de citer là contribuent à une certaine hauteur. De sorte que quand il y a une victime qui se présente en tant que victime d'accident de la voie publique, systématiquement, le processus est déclenché. On la prend en charge, on sauve sa vie et après, on fait le recours pour savoir. Mais la victime qui a été connue, sur la base du constat bien sûr qui a été fait, la victime peut recourir auprès de quelle structure, soit le fonds de garantie, parce que la personne, par exemple, l'accident qui a eu lieu relève de nous, ou bien c'est l'agent judiciaire du Trésor, parce que c'est une voiture de l'administration publique, ou bien c'est une compagnie d'assurance, parce que la garantie de la compagnie d'assurance devrait pouvoir couvrir la victime. Est-ce que donc la création de ce fonds commun est envisagée déjà? Je dois dire, elle n'est pas l'émanation du fonds de garantie automobile. Je pense qu'une mission nous a été confiée. Pour le moment, nous essayons de nous battre pour faire en sorte que la structure soit connue, pour faire en sorte que les Ivoiriens sachent l'existence du fonds de garantie automobile et à nous faire recours. Si vous êtes éligible au fonds de garantie automobile, il n'y a aucun problème, vous serez pris en charge. Mais il y a le corollaire. Je pense que dans notre démarche, il faut arriver à une procédure, à une dimension achevée. Et dire qu'un pays est émergent, c'est vraiment tout ça. C'est faire en sorte que toutes ces victimes vulnérables-là puissent être également prises en charge. Oui, quand vous dites victimes vulnérables, il y a par exemple des victimes d'incendie ou bien d'inondation. Pourquoi elles sont exclues d'office de ce fonds? Ça, c'est un autre pan que vous abordez. Le fonds de garantie, je l'ai indiqué, est une entreprise paritaire. Donc, à la base, elle a été créée sur instruction du Code CIMA, à son article 600, qui donne les attributions du fonds de garantie. Indemnisation des victimes d'accidents de la voie publique. Parce que j'imagine que les accidents de la voie publique se passent tous les jours. Les inondations, les feux de brousse, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes. Elles existent, mais pour le moment, pour ce qui concerne le fonds de garantie automobile, voilà notre mission. Mais il n'est pas exclu. Je pense qu'il faut arriver à cela. Et quand moi j'ai pris fonction, j'ai regardé quand même ce qui existe dans le secteur. J'ai fait une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires à Paris. Et je me suis rendu compte que c'est vrai qu'ils ont mis en place un dispositif qui est le même que chez nous, qui prend en charge les victimes d'accidents de la situation. Mais ils se sont rendus compte que leur environnement, leur société génère pas mal de victimes. En France, ils ont créé un fonds de garantie des actes de terrorisme et d'infraction. De sorte que tous les concitoyens, tout ce que vous voyez à la télévision, les ceux qui ont pris en otage, ont une sorte d'indemnisation que l'État met à leur disposition par le canal de ce fonds. Je pense que notre environnement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les victimes du terrorisme ni des infractions. Mais il y a à côté de nous les inondations. Chaque année, quand il pleut, il y a les feux de brousse, les marchés brûlés, la crise post-électorale, déchets toxiques. Il y a pas mal de victimes que notre société génère. Face à ça, il y a une réflexion nationale qu'il faut mener. La réflexion nationale, c'est de faire en sorte qu'on arrive à mettre en place une structure nationale dont la mission et d'anticiper, même pas d'attendre que les victimes. Il faut avoir une position d'anticipation, une réflexion prospective pour mettre en place cette structure.
Et quand on a mis la structure en place, non seulement elle a une vision prospective, mais elle se prémunit des dispositions qui permettent de prendre en charge, sinon d'aller au contact, sinon de parler même à ses victimes, parce que pour la plupart du temps, ils n'ont pas d'interlocuteur. Parler à ces victimes-là pour non seulement les apaiser, parce que souvenez-vous, quand vous êtes victime d'une situation, d'une catastrophe, et qu'il n'y a personne pour vous parler, déjà c'est vraiment un problème. Donc la réflexion, c'est vous et moi, c'est tout le monde qui devra pouvoir mener la réflexion. C'est vrai que nous sommes des spécialistes dans ce domaine-là, mais la réflexion est en cours et on entend faire des propositions dans ce sens. D'accord, ce sont des perspectives que nous espérons voir se réaliser dans un futur très proche. Merci M. Maïsan Kofi. Vous êtes le directeur général du Fonds de garantie automobile. Nous retenons donc qu'il est donc essentiel de faire un constat après tout accident de la route et de vous contacter à l'adresse fgaci.com pour bénéficier d'une prise en charge médicale ou d'une indemnisation. Direction l'Égypte avant de refermer ce journal. Mohamed Morsi a été condamné à mort. L'ancien président égyptien avait été déjà condamné à 20 ans de prison en avril pour incitation au meurtre, pour des évasions de prison et des violences durant la révolution de 2011. Une centaine d'autres accusés, dont des dirigeants éminents de sa confrérie des frères musulmans, ont également été condamnés à la peine capitale. Voilà pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellent dimanche sur RTI 1.